on a prévu un petit temps d'échange questions-réponses. Alors, on avait déjà quelques questions. Alors, il y a des questions qui sont plus spécifiques à l'expérience de Terre de Source. Et puis, on a une question justement sur la capitalisation. Alors, peut-être que je vais commencer par celle-là, puisqu'on est dans le sujet. C'est la question sur finalement les moments. Alors, Anna, tu en as un peu parlé, les moments auxquels la capitalisation devient pertinente. Alors, tu as parlé de l'inscription de la capitalisation dans le processus. Là, la question, c'est à quel moment finalement on va pouvoir capitaliser de manière optimale dans ce type de processus à la fois collectif, réflexif, etc. Je vous renvoie la question, Anna et Anne. Mais je crois, Mylène et Pascal, que vous avez un petit schéma où on voit bien les moments de la capitalisation dans le processus d'innovation. En tout cas, pendant que vous le recherchez peut-être Ouais. et que vous l'affichez, peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que dans la capitalisation, il y a deux phases. Il y a une phase d'apprentissage et il y a une phase de transfert, de mise à disposition de l'information. Donc le transfert, il peut se faire tout le temps, ça n'a pas d'importance. Et même au contraire, c'est plus facile de capitaliser au fil de l'eau que de capitaliser a posteriori, parce qu'il faut retomber dans l'action et se souvenir, et peut-être que tout le monde n'est plus là, et puis il y a certaines actions qui durent longtemps et on n'a pas la mémoire. Donc la phase d'apprentissage, elle est, moi je dirais, sous couvert d'Anna Maria, qu'elle est permanente. Après, la phase de transfert et d'appropriation par l'équipe, par les acteurs, là, il faut qu'elle se fasse, voilà, à des moments bien précis, parce qu'il ne s'agit pas non plus de déstabiliser tout le temps le processus d'action et l'expérimentation. Et on peut pas, on n'est pas capable tout le temps d'avoir un regard, enfin une action réflexive, de regarder ce qu'on fait, de réagir, etc. Donc, il faut que ça se fasse à des moments, et vous le voyez sur ce schéma, où Pascal et Mylène proposent des phases de capitalisation. Donc, on voit les gros points bleus, là, enfin bleu-vert. Des moments qui leur semblent importants pour capitaliser, et des points qu'on a vus dans le propos d'Anna Maria. Mais ça Oui. suppose un apprentissage, un regard sur son expérience au fil de l'eau. Merci Anna. Anne, pardon. Et il y avait alors, une série, je dirais, de questions qui sont plus autour de l'expérience de Terre de Source. Je relais les questionnements sur les solutions, la solution qui a été adoptée. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions d'amélioration de la qualité de l'eau qui avaient été envisagées avant celle-ci? Est-ce que cette innovation sur la qualité de l'eau permet aujourd'hui un dialogue qui soit apaisé et fructueux sur la répartition, notamment autour de la question de la répartition de la ressource en eau? Et puis, quels principaux, finalement, verrous, inerties, contraintes, etc., ont été rencontrés dans le projet? Voilà. D'accord, merci pour ces questions. Du coup, autre solution, oui, en fait, il ne faut pas voir la démarche comme une démarche exclusive, mais elle vient en pleine complémentarité avec d'autres outils que nous avons, qui sont des outils pour apporter en fait des subventions aussi aux agriculteurs, mais aussi des accompagnements techniques, des opérations de démonstration, etc. Donc en fait, nous, on a complété l'ensemble des outils que nous avons déjà mis en œuvre et qui ont permis d'arriver à des résultats d'amélioration, hein, puisque nous avons diminué significativement les taux de nitrate, hein, notamment sur plusieurs secteurs, pour passer de 70 mg à moins de 45 mg en quelques années, par exemple, hein, et pareil en phytosanitaire. La deuxième question, bah, est-ce que le dialogue est apaisé? Ben, en fait, il se trouve qu'en fait, oui, hein, autour du projet, il y a un enthousiasme partagé entre les différents acteurs qui retrouvent du sens
parce que en fait, qu'est-ce que recherchent les agriculteurs, hein? Je l'ai dit en introduction comme point de départ de la démarche, bah, c'est de voir que leurs produits soient mieux valorisés, hein. C'est être justement rémunérés de leur fonction première qui est celle de produire, hein, et donc c'est ce que souhaitent les agriculteurs bien avant de bénéficier de subventions dans le cadre de politique agricole, de mesures agri-environnementales, etc. Hein, donc, et de faire sens par rapport au devenir de leurs produits, pour voir que leurs produits soient consommés localement, donc par des enfants dans les écoles, par les différents habitants qu'ils rencontrent au quotidien sur le territoire. Et puis, alors, voilà, donc ça, c'est un point important. Et puis, la troisième question, les verrous, quels sont les Oui, verrous par rapport à la démarche? oui, Eh bien, en ouais. fait, là, il y a un verrou essentiel, c'est le verrou, encore une fois, économique, hein. C'est-à-dire, c'est le consentement à payer et du consommateur, des acheteurs publics, par rapport à des produits qui, alors, on ne va pas généraliser, hein, puisque dans bien des cas, quand on compare des légumes de saison avec, du coup, on est, on arrive à des prix, très comparables par rapport aux filières longues, mondialisées. Mais globalement, on va avoir effectivement des surcoûts. Donc pour nous, le défi, c'est que le surcoût par rapport à des filières classiques, soit, limité, maîtrisé, et donc nous, on a un levier essentiel qui est, celui que j'évoquais aussi tout à l'heure, la logistique, hein, de façon à écraser les coûts, au milieu de la filière, hein, donc sur ces coûts logistiques, pour laisser aux 2 extrémités et du côté du producteur, une valeur ajoutée qui soit maximale, tout en faisant que les produits restent accessibles à la consommation. Merci, merci Daniel. Il y avait une autre question, de monsieur Aigretot. Alors vous avez levé la main, je vous laisse, prendre la parole. Vous pouvez, désactiver votre, micro, enfin activer plutôt votre micro. Oui, on vous entend pas. Oui, Ah vous voilà. m'entendez? Oui, ça y est, oui. Merci, merci beaucoup et merci pour ce séminaire très intéressant et puis ces présentations. Moi, j'avais une question. Vous parlez autour enfin, des leviers de réussite. Moi, je viens de faire un travail pour un cabinet de conseil qui s'appelle Ocalia autour des déterminants de l'innovation territoriale. Et une des choses que je me suis rendu compte, c'est que, et c'est probablement pas, enfin, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais pour un projet d'innovation qui réussit, et c'est ces deux projets que vous nous présentez aujourd'hui, il y en a aussi probablement 3 ou 4 qui échouent. Et ça pose aussi du coup la question des déterminants négatifs de l'innovation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que on rencontre tout un tas de contraintes et qui nous empêchent de pouvoir avancer dans une innovation ou dans une démarche de changement. Et la question que du coup je voulais poser à nos deux interlocuteurs, c'est est-ce que vous avez fait face à des défis majeurs quand vous avez lancé vos projets, des contraintes fortes, et comment vous avez réussi à les contourner, comment vous avez réussi voilà, à les dépasser pour que votre projet puisse aboutir dans sa genèse. Merci beaucoup. Merci. Peut-être dans l'ordre, je sais pas, comme tout à l'heure, Véronique, si tu veux, Oui. répondre? Alors, le principal, défi, c'était de faire accepter, aux élus de travailler avec une association, d'éducation populaire, parce que c'était pas forcément, dans leur gène, heu, sachant qu'il y avait eu, un petit, contexte historique politique, d'opposition, donc il fallait tenter de réconcilier, tout le monde, donc c'était, le plus grand, défi. Mais en fait, l'élément, essentiel pour affronter, ce défi, ça a été et vous l'avez vu, un portage, politique, de 2 vice-présidentes, qui étaient vraiment, heu, enfin convaincues, de cette expérimentation à mener, et surtout qui la portaient, qui se sont vraiment battues, et elle avait raison de le préciser,
dans un contexte où la majorité du bureau, c'était quand même des hommes et pas forcément très interpellés par les questions sociales. Et elles se sont battues et ça a fonctionné. Voilà. Et puis, par rapport à l'acteur associatif, on avait posé les règles dès le départ, quoi. C'est-à-dire qu'on débordait pas, on remuait pas le passé, c'était inutile, on tournait la page et on avançait ensemble pour le bien de l'usager. Voilà. Merci Véronique. Daniel, je te passe la parole. Oui, merci à Véronique de me laisser le temps de la réflexion, comme ça, c'est bien qu'elle puisse commencer à donner ses éléments. Du coup, moi, je ciblerai moi, sur en fait, cette problématique de reterritorialisation des filières. En fait, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est de dire comment on croise filières de production actuelles et territoires. Et donc, du coup, par rapport à nous, cet enjeu-là de chercher à diversifier et les productions et des exploitations et à l'échelle de la parcelle et la déspécialisation des territoires, eh bien en fait, il faut démontrer que ça puisse fonctionner. Et donc, en s'adressant à des gros opérateurs comme on a affaire aujourd'hui, donc si on regarde des coopératives, si on regarde des industriels, en fait, on voit que eux, ils vont pas être acteurs de cette dynamique-là. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est de s'adresser à des petits faiseurs, c'est-à-dire à des entreprises de taille intermédiaire que l'on a, à qui on a proposé la démarche et auprès de qui cette initiative a rencontré un vif succès, puisque c'est une façon aussi pour elles, ces entreprises, de se démarquer et donc d'aller dans le sens de cette tendance, de cette dynamique actuelle qui rencontre un écho favorable, à savoir le local. Et donc, du coup, tous ces projets et tous ces acteurs, ce projet a pu matcher auprès des projets de ces acteurs-là, de même des agriculteurs qui ont déjà fait évoluer leur système de production sans aller vers le bio, jusqu'au bio, et donc qui ne trouvaient pas aujourd'hui d'autres formes de valorisation. Et donc notre démarche est arrivée là aussi à point nommé pour aller dans leur sens. Et donc on a fédéré ces acteurs là de façon à démontrer que ça puisse se faire. Et donc ça nous permet dans un deuxième temps d'aller chercher des plus gros opérateurs pour pouvoir les embarquer et donc embarquer aussi un nombre d'acteurs et donc d'exploitations agricoles plus important dans la démarche, mais ce, dans un deuxième temps, quoi. Merci. Du coup, ce qui est aussi intéressant dans la démarche qui est soulignée, alors je relais les propos sur le chat autour de la question de la capitalisation. C'est que c'est un maillon de la recherche-action, voilà, pour construire un savoir qui va permettre de diffuser l'innovation. Du coup, et puis après, il y a quelqu'un qui transmet aussi une expérience sur les questions de développement des métiers, la place importante du développement des métiers de la ruralité et de la périurbanité autour de l'expérience de l'arbre, qui est un tiers-lieu pour pouvoir repenser les métiers et toutes ces questions justement de changement, à la fois de pratique et des méthodes d'accompagnement. On va clore là, même s'il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Moi, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais malheureusement, on n'a pas le temps de partager.